à ici 5 mois et à l'extrême, ça peut aller carrément à 10 mois. Donc, voilà tout concernant voilà, un peu de physiologie. Là, on va parler du comportement. Concernant le comportement et la clinique et un peu de critères physiologiques. Donc, concernant le comportement, pendant le prostrus, le comportement de la chienne est caractérisé par un attrait et un refus, ce qu'on appelle le couple attrait-refus. C'est-à-dire quoi, attrait-refus? C'est-à-dire que la femelle, pendant cette phase du cycle, attire les mâles vers elle par le fait qu'elle sécrète des phéromones, des hormones très odorantes qui attirent les mâles, mais elle les refuse car elle n'est pas encore prête. Donc, ça fait ce complexe attrait-refus. Par contre, pendant l'œstrus, quand elle est prête à l'accouplement, elle continuera à attirer par la sécrétion des phéromones, mais cette fois-ci, elle va s'immobiliser au chevauchement, donc elle va accepter l'accouplement. Pendant la période de métœstrus, il n'y a pas intérêt à l'accouplement car c'est soit une phase lutéale, soit une phase de gestation, soit une phase de pseudo-gestation. Donc, c'est un refus avec pratiquement une agressivité dans le comportement. Pendant l'anœstrus, il n'y a pas d'activité sexuelle, donc c'est un comportement différent social. Donc, la chienne regagne bien sûr sa position dans l'organisation sociale des connus chez les canidés. Donc, cliniquement parlant, pendant le prostrus, il y a un œdème vulvaire très important associé à un écoulement sanguinolent, un écoulement sanguin. Pendant l'œstrus, cet œdème devient maximal, la muqueuse vaginale devient rosâtre, les replis vaginaux s'affaissent et on a ce qu'on appelle deux réflexes cliniques très importants qu'on considère comme des critères d'identification de la phase d'œstrus cliniquement parlant, c'est le réflexe d'Amantea. Alors, c'est quoi le réflexe d'Amantea et l'attitude de lordose? Réflexe d'Amantea, quand vous allez toucher avec votre doigt ganté ou un instrument quelconque la région périnéale, la chienne va réagir en, bien sûr, soulevant et écartant latéralement ou de côté sa queue pour permettre, bien sûr, la pénétration. Alors, l'attitude de l'ordo, c'est quoi? C'est quand vous allez mettre le doigt et appliquer une pression sur la croupe de la chienne va augmenter relever son dos et résister un peu. Donc, elle va se pencher un peu, elle va relever un peu sa croupe et résister à votre pression. C'est un peu le réflexe qui lui permettra de supporter le poids d'un mâle qui va la chevaucher pendant quand même pratiquement une demi-heure de temps et plus. Donc, réflexe d'Amantea, attitude de l'ordo, ce sont des réflexes, bien sûr, qui sont associés à la phase de strus, à la phase d'acceptation de chevauchement. Et pour le métœstrus, il y a une disparition d'œdème et un tarissement des écoulements sanguinolents. Pendant l'anœstrus, l'appareil génital reprend bien sûr sa position initiale de repos. Physiologiquement parlant, alors ça demande quelques précisions. Pendant le prostrus, en physiologie, on va peut-être donner un peu plus de crédit ou d'importance à quelques critères qui nous intéresseront dans le suivi du cycle. D'abord, la taille des follicules. Donc, vous voyez que la taille des follicules pendant cette période de maturation folliculaire, cette phase de prostrus, ne dépasse pas le 1,5 jusqu'à 5 mm de diamètre. Donc, les œstrogènes sont en augmentation pendant cette phase. Donc, ces œstrogènes vont avoir un effet de multiplication et de différenciation sur les cellules vaginales. C'est l'imprégnation œstrogénique. On va en parler en détail dans les modifications histologiques du thélium. Et il y a un phénomène qui va survenir vers la fin du prostrus, début œstrus, qui est très important et qui représente une particularité chez la chienne, c'est que les cellules de granulosa, bien sûr, du follicule, vont se lutéiniser.
vont se spécialiser, changer de spécialisation. Au lieu de produire des œstrogènes, ils vont commencer à produire de la progestérone avant l'ovulation. Donc, le follicule cavitaire, avec une grosse cavité de graphe, il va commencer à sécréter de la P4, de la progestérone, avant même l'ovulation. C'est ce qu'on appelle la lutéinisation pré-ovulatoire du follicule cavitaire et qui est une particularité chez la chienne, même pas la chatte, c'est chez la chienne. Donc, dans les carnivores, il n'y a que les canidés, les femelles canidés qui ont cette particularité. Vous allez voir que c'est très important, c'est phénoménal et que ça va être très, très utile dans le suivi du cycle. Donc, on passe du prostrus à l'œstrus. Les follicules passent carrément de 5 à 7, voire même 9 parfois, millimètres de diamètre. Vous allez voir que ça, c'est un critère aussi qui nous permettra de faire un suivi du cycle par échographie ovarienne. Donc, ces chiffres-là sont très, très importants dans le cadre d'un suivi ovarien pour diagnostic de l'ovulation. Donc, la taille pré-ovulatoire dépendra des individus, dépendra aussi des races. Parfois, le maximum de taille, c'est de 7 mm. Parfois, ça ne dépasse pas les 5 et parfois, ça peut aller chez certaines femelles à 9. Vous allez voir comment on va gérer cette variabilité dans le suivi. Pour l'ovulation, alors sachez que l'ovulation ne se fait pas de façon synchrone pour tous les ovocytes. Donc, ce n'est pas tous les ovocytes, la vingtaine d'ovocytes pondus par la chienne qui vont se pondre en même temps, pardon. Donc, l'ovulation va prendre du temps, elle va prendre en moyenne 36 heures de temps pour se réaliser complètement. Donc, pour les ovocytes, autre particularité chez la chienne, c'est que les ovocytes expulsés ou pondus ou ovulés ne sont pas matures, donc ne sont pas fécondables. Ces ovocytes sont diploïdes immatures, sont toujours ovocytes stade 1, et qui vont après, bien sûr, expulsion, après ovulation, ils vont reprendre leur méiose pour faire la deuxième division de méiose et compléter leur maturation, ce qui va leur prendre quand même minimum 48 heures et voire même un maximum de 72 heures. Donc, en moyenne, on parle de 2 jours, 48 heures de maturation pour les ovocytes pour qu'ils soient fécondables. Donc, vous voyez, il y a une ovulation, il y a une ovulation qui arrive et les ovocytes ovulés ou pendus ne sont pas fécondables, ne peuvent pas recevoir les spermatozoïdes avant un minimum de 48 heures de maturation dans l'appareil génital femelle. Et ça, c'est une particularité, on va y revenir. Pour les changements sur l'épithélium vaginal, ce qui est très important pour le frottis vaginal, on va le voir dans la section prochaine. On va passer au méteustrus maintenant, ou le diœstrus en anglais. Là, vous avez les corjones qui vont se former. Je parle des corjones parce que c'est une femelle polytoxique. Et là, pour ce qui est important, bien sûr, concernant les corjones, c'est que la phase lutéale est similaire chez la chienne gestante et la chienne non gestante, donc qu'elle soit fécondée ou pas, indifféremment, les corjones vont faire une activité de 60 jours, plus ou moins, qu'il y ait gestation ou pas. Donc, il y aura toujours de la progestérone élevée dans le sang pendant cette phase de 2 mois, qu'il y ait gestation ou pas, qu'il y ait fécondation ou pas. Donc, le dosage de la progestérone perd tout intérêt, toute utilité pour le diagnostic de l'état gestatif ou de l'état non gestatif. Donc, la progestérone, ça ne sert pas pour diagnostiquer la gestation chez la chienne, ça va plutôt servir pour autre chose, ça va servir pour diagnostic de l'ovulation à cause de cette particularité de lutéinisation pré-ovulatoire du follicule cavitaire. Vous allez voir ça de plus près. Autre particularité concernant le méteustrus, indifféremment ou différemment de toutes les femelles domestiques que vous connaissez jusque-là dans votre cursus, le placenta n'a pas de relais. Donc, ne prend pas le relais pendant, bien sûr, cette phase lutéale ou pendant la gestation. Donc, le placenta n'a, bien sûr,
absolument rien à voir ou à faire dans l'état gestatif. Donc, c'est uniquement le corps jaune qui continuera à sécréter la progestérone pendant ces 2 mois. Alors, autre particularité, c'est que le placenta aussi, différemment de toutes les autres femelles domestiques, ne sécrète pas une hormone gonadotrope, il ne sécrète pas de PGF-d'alpha. Il n'existe pas chez la chienne de PGF-d'alpha, qui est le facteur lutéolytique. Donc, et la présence d'embryons dans l'utérus ne modifie pas la sécrétion de la progestérone par les ovaires. Donc, voilà pourquoi, différemment du modèle pédagogique que vous connaissez parfaitement, qui est la vache, la phase lutéale, la production de progestérone continue. Je vais vous montrer ça. Pardon. La production de progestérone continue sous forme d'un plateau pendant toute la période métostrale, progestéronique, car il n'y a pas de facteur lutéolytique, il n'y a pas de PGF-d'alpha qui sera sécrété pour couper ce cycle œstral, comme chez la vache. Voilà pourquoi il continuera. Mais si vous injectez de façon médicale la PGF-d'alpha, les prostaglandines auront un effet lutéolytique. Il ne faut pas faire cette confusion et croire que parce que la chienne ne produit pas de PGF-d'alpha, parce que la chienne n'a pas d'hormone gonadotrope placentaire, n'a pas de PGF-d'alpha naturel ou intrinsèque, c'est qu'elle soit insensible à l'injection de la PGF-d'alpha. Non, par contre, elle est sensible à l'injection de la PGF-d'alpha si ça vient de l'extérieur, mais dans sa physiologie, il n'y a pas de facteur lutéolytique. Voilà, je crois que c'est tout concernant la physiologie. Pour la noestrus, vous avez les follicules reviennent bien sûr à leur croissance basale et leur taille ne dépasse pas les 0,5 à 1 mm. Et l'épithélium vaginal, bien sûr, on va voir ça en détail dans la section prochaine. Voilà, on arrive aux modifications de l'épithélium vaginal. Ce qui est très important chez la chienne, c'est que l'épithélium vaginal, ce qu'on vous a enseigné en histologie spéciale est totalement faux. Je prends ça sur mon entière responsabilité. On vous a parlé d'un épithélium vaginal pavimenteux, pluristratifié, c'est vrai, et on vous a dit qu'il est non kératinisé, d'après la division d'histologie du département de médecine de l'Université de Fribourg. Donc, c'est ce que vous avez certainement aussi vu dans vos cours d'histologie. Donc, pour la chienne, c'est totalement faux. D'ailleurs, c'est aussi valable pour beaucoup d'autres femelles. Donc, l'épithélium vaginal, il est pavimenteux, il est pluristratifié, il est non kératinisé si on veut, mais sous l'effet des œstrogènes, pendant cette phase de croissance folliculaire, il se kératinise et il se desquame. Donc, sa kératinisation et sa desquamation est beaucoup plus fonctionnelle. Elle ne rentre pas dans sa classification histologique, mais c'est fonctionnel sous l'effet de ce qu'on appelle l'imprégnation œstrogénique. Donc, ce sont les œstrogènes, au fait, qui vont provoquer, bien sûr, en agissant sur le noyau, provoquer une croissance cellulaire de l'épithélium vaginal chez la chienne. Donc, l'épithélium vaginal, pendant, bien sûr, la noestrus, il est carrément de 2 à 3 couches de cellules. Ce sont les cellules qui viennent juste après la lame basale de cet épithélium, c'est les cellules parabasales. Et vous avez après d'autres cellules telles que les cellules intermédiaires et les cellules superficielles. Donc, vous avez les cellules parabasales, les cellules intermédiaires, les cellules superficielles qui vont se former sous l'effet, bien sûr, de cette croissance et multiplication induite par l'imprégnation œstrogénique. Donc, ce sont les œstrogènes qui vont provoquer la multiplication et la, bien sûr, spécialisation de ces cellules-là. On va voir ça de plus près. Vous voyez les modifications cytologiques pendant les différentes phases du cycle, comment elles se présentent. Pendant le
allez, commençons par l'anostrus, par exemple. Voilà l'épithélium vaginal, comment il se présente. Quelques cellules parabasales. Si on fait un frottis vaginal, si on fait un prélèvement à la surface de l'épithélium en introduisant un écouvillon dans le vagin et en étalant ce matériel cellulaire sur une lame et en l'observant après l'avoir fixé et coloré bien sûr sous microscope, on ne trouvera qu'une petite quantité de cellules parabasales. Une petite quantité parce qu'au fait, ces cellules sont très intimes, sont très proches de la lame basale, donc elles ne vont pas se desquamer facilement. Il n'y aura que quelques cellules qui vont se détacher et ces cellules seront simplement des cellules parabasales. Donc, on saura qu'on est en anostrus, aucune activité sexuelle, aucune quantité d'œstrogène importante qui pourrait provoquer à partir de cellules basales une croissance et une multiplication qui va donner bien sûr naissance aux intermédiaires, aux superficiels et aux kératinisés. On va passer après au prostrus. Prostrus, œstrus, ça veut dire œstrogène. Et cette maturation folliculaire, les œstrogènes vont commencer à provoquer la formation, bien sûr, des intermédiaires et des superficiels kératinisés avec, bien sûr, les hématies, c'est l'écoulement sanguinolent sous l'effet aussi de l'imprégnation œstrogénique pendant la période des chaleurs. Même chose pendant l'œstrus, ça va continuer. Pendant l'œstrus, l'effet des œstrogènes va continuer et on aura une kératinisation des cellules. Vous allez comprendre ce que c'est que la kératinisation. Et il y aura même une mort cellulaire des cellules kératinisées les plus superficielles qui vont mourir et qui vont former une couche cornée à la surface de l'épithélium. Cette couche cornée des cellules mortes qui vont se regrouper entre elles et constituer une couche cornée de cellules protectrices, car pendant l'œstrus, il y a de fortes chances qu'il y ait une, bien sûr, intromission, qu'il y ait bien sûr un accouplement, donc intromission de l'organe mâle dans l'appareil génital, et cette couche va être protectrice pour l'épithélium vaginal. Donc, on dit que la nature étant bien faite. Donc, vous allez voir que pendant cette phase du cycle, le nombre de couches cellulaires assises cellulaires dans l'épithélium vaginal peut atteindre 20 couches cellulaires. Donc, vous aurez les parabasales, la lame basale, les parabasales, les intermédiaires, les superficiels nucléés, les superficiels anucléés, son noyau, car ces cellules commencent à mourir sous l'effet, bien sûr, des œstrogènes qui vont provoquer leur mort, bien sûr, par pycnose. Donc, pycnose, bien sûr, des noyaux, et après, vous aurez une apoptose. Et finalement, les cellules qui vont complètement mourir vont venir s'asseoir sous forme d'une couche kératinisée à la surface de l'épithélium et qui vont se détacher facilement au contact d'un écouvillon, par exemple. Quand on passe, bien sûr, au métœstrus, ça va changer. Une transition entre l'œstrus et le métœstrus, ça va changer le profil cytologique. Il y aura introduction d'autres choses. Il y aura les leucocytes qui vont venir du sang pour faire quoi? Le nettoyage, bien sûr, après passage des chaleurs. Il y aura bien sûr destruction de toutes ces cellules qui deviennent vraiment qui n'ont aucun intérêt, aucune utilité actuellement. Donc, ces leucocytes et les macrophages vont bien sûr faire le nettoyage pour préparer la phase d'anostrus, qui est la phase de repos, où l'épithélium redeviendra basal, redeviendra de 2 à 3 couches parabasales. Donc, ça, je reviendrai à un détail très important et dans mon expérience, j'ai vu que ça fait une confusion inévitable chez les étudiants. Quand on parle ici de l'effet des œstrogènes qui continuent pendant l'œstrus et qui va faire augmenter le pourcentage de kératinisation ici, ça peut être contradictoire avec la chute des œstrogènes pendant l'œstrus. Parce qu'au fait, pendant le prostrus, il y a une augmentation, il y a une croissance folliculaire. Il y a une augmentation, une pente des œstrogènes. Mais ces œstrogènes, à la transition du prostrus à l'œstrus, vont baisser pour laisser le pic de LH se faire et le début d'augmentation de la progestérone
qui est chose particulière chez la chienne, qui commence à augmenter ici, bien sûr, avant même l'ovulation. Donc, cette chute d'œstrogène n'a pas fait chuter l'effet de ces œstrogènes. Donc, une différence importante à retenir, quand on parle des œstrogènes qui chutent, leur effet sur les cellules ne chute pas. C'est ce qu'on appelle l'imprégnation œstrogénique. C'est l'effet cytologique de ces hormones, de ces œstrogènes, va continuer pendant toute la phase de l'œstrus. Donc, quand on parle ici de la kératinisation qui va augmenter pendant l'œstrus, il ne faut pas confondre ça avec la chute des œstrogènes. On ne parle pas des œstrogènes, on parle du reflet des œstrogènes, on parle de l'effet cytologique des œstrogènes sur l'épithélium vaginal. C'est ce qu'on appelle une deuxième pente, une deuxième courbe qu'on appelle la courbe de kératinisation. Donc, cornification ou vaginal cornification. Donc, sachez que l'effet des œstrogènes, même s'il chute, va continuer sur l'épithélium vaginal pendant toute la longueur de l'œstrus et ne baissera qu'après transition de l'œstrus au métastrus. On va parler de ça pendant la réalisation du frottis vaginal. Donc voilà tout, là, on a été complet. On arrive aux modifications, bien sûr, hormonales. On ne va pas rentrer dans les détails. Je vais peut-être mettre le point sur cette particularité chez la chienne qui est la lutéinisation pré-ovulatoire du follicule cavitaire où la progestérone commence à augmenter relativement avant l'ovulation. Vous voyez, ce trait discontinu rouge ici correspond à l'ovulation. Le 0 sur cet axe de temps est toujours le pic de LH, car le pic de LH, depuis très longtemps, on le considère comme le repère temporel le plus fiable, le plus fixe. Donc, on met le J0 sur le pic de LH. C'est conventionnel, ce n'est pas physiologique, c'est juste conventionnel. On a pris l'habitude de faire ça. 2 jours après, on a l'ovulation, 48 heures. Donc, ici, l'ovulation correspond déjà à une petite quantité de progestérone dans le sang. Et on va utiliser cette particularité pour diagnostiquer l'ovulation en dosant la progestérone. Donc, sachez que la progestérone commence à se produire chez la chienne par les cellules de la granulosa. Vous allez me dire, monsieur, non, c'est pas, oui, c'est ça, c'est les cellules de la granulosa qui vont se transformer, se lutéiniser et vont changer de spécialisation pour produire de la progestérone au lieu des œstrogènes, mais c'est des petites quantités. Et après le pic de LH qui va provoquer l'ovulation. Après l'ovulation, la quantité de progestérone va augmenter considérablement pour justifier le plateau spécifique, bien sûr, à la phase lutéale. Donc, pour voir de plus près, on va agrandir cette partie qui était encerclée en rouge. Et là, on voit sur l'axe de temps le pic de LH et on voit la courbe de progestérone et on voit l'ovulation ici. Donc, on voit déjà que l'ovulation survient, vous voyez, l'ovulation survient à une valeur donnée de progestérone qui peut être au minimum de 4 nanogrammes par millilitre dans le sang. Donc, c'est vraiment des valeurs qui peuvent nous servir dans le diagnostic de l'ovulation. Vous voyez ici, le pic de LH correspond à la valeur de 1 à 2 nanogrammes par ml. Et 24 heures après, on est passé de 2 à 4 nanogrammes. 48 heures après le pic de LH qui correspond à l'ovulation, on est déjà dans l'intervalle d'ovulation qui est 4 à 10 nanogrammes par ml. Donc, voilà déjà un critère physiologique très fiable pour le suivi du cycle. On va y revenir plus tard. Donc, on va changer un peu de raisonnement. On était dans le schéma des courbes, bien sûr, hormonales, mais ici, on est sur un schéma différent qui est un axe, bien sûr, de temps, avec bien sûr le J0 qui est le pic de LH. 2 jours après, on a notre ovulation. La particularité chez la chienne, c'est que les ovocytes pondus ne sont pas
fécondables, il leur faudra minimum 48 heures pour terminer leur maturation. C'est à partir de ce J4 après le pic de LH ou le J2 après l'ovulation que commencera cette période de fécondabilité et qui va encore continuer pendant 3 jours. C'est-à-dire que les ovocytes chez la chienne vont naître le jour de l'ovulation, mais naître immatures. Il leur faudra minimum 48 heures pour devenir matures, fécondables, pour pouvoir recevoir le spermatozoïde. Et à ce moment-là, ils n'auront plus que 2 à 3 jours de durée de vie, de fécondabilité. Donc, la période de fécondabilité absolue, ce sont ces 2 à 3 jours qui viennent 4 jours à 7 jours ou, pour être strict, 4 jours à 6 jours après le pic de LH. Si on change de repère et on parle de l'ovulation comme J0 au lieu de pic de LH, car on est en train de faire le diagnostic de l'ovulation, donc on va mettre le J0 ici 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça va être la période de 2, le deuxième jour, jusqu'au 4e jour, voire même 5e jour après, bien sûr, le jour de l'ovulation. Donc ça, c'est important pour définir ce qu'on appelle la période de fécondabilité. Alors, c'est quoi la différence entre la période de fécondabilité et la période de fertilité? C'est que la période de fécondabilité ne tient compte que de la femelle, ne tient compte que de l'ovocyte. Donc, c'est la période pendant laquelle l'ovocyte reçoit le spermatozoïde. Donc, l'ovocyte est fécondable. Mais si on tient compte aussi de la durée de vie du spermatozoïde dans le tractus génital, là, on va passer à une deuxième notion de reproduction qui est la période fertile. La période fertile, c'est la période pendant laquelle on peut avoir une gestation si on insémine ou si on fait une saillie naturelle. C'est-à-dire que si on considère que le spermatozoïde peut rester vivant pendant 5 jours dans le tractus génital, là, la période fertile devient beaucoup plus importante que la période de fécondabilité. Car ici, si on met par exemple début de maturation, c'est le J4 ici, si on revient en arrière de 4 jours et on fait une insémination, on a des chances pour que cette insémination soit fécondante car le spermatozoïde, s'il vit 5 jours dans le tractus génital, il aura des chances de rencontrer les ovocytes matures, fécondables, pendant le 5e jour de vie. Mais si on le dépose un peu plus tôt, là, ça sera un échec car il n'y aura pas de rencontre au fait entre les gamètes mâles et femelles, car le spermatozoïde va vieillir dans le tractus génital et mourir en attendant l'arrivée de ces ovocytes. Et les ovocytes, quand elles arrivent bien matures, elles ne trouveront pas de spermatozoïdes ou elles trouveront quelques vieux spermatozoïdes mourants qui ne pourront pas faire le travail. Donc, voilà un peu, je voulais vous introduire à cette notion d'axe de reproduction. On va y revenir après. Alors, encore une fois, Heidi, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? 4 things you should absolutely know about me. Donc, what should we know about you, Heidi? Qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi, sur tes particularités, Heidi? Donc, elle est mono-œstrienne et à fonctionnement sexuel intermittent. Ceci implique quoi? Implique que mono-œstrienne à fonctionnement sexuel intermittent, c'est-à-dire que la chienne a un cycle très lent. Un cycle qui peut être de 6 mois, minimum 4 mois et demi, en moyenne 6 mois, 7 à 8 mois. Il peut aller jusqu'à 12 mois et voire même 14 à 15 mois. C'est-à-dire une chienne, physiologiquement parlant, elle peut avoir 2 cycles et demi par an, comme les bergers allemands, ce que j'ai eu dans mon expérience à voir chez les bergers allemands, 2 ou 3 chiennes que j'ai eu bien sûr à voir et sur lesquelles je suis intervenu plusieurs fois et très longtemps, elles avaient un cycle très régulier de 4 mois et demi, mais c'était vraiment unique. Je me rappelle toujours du nom de la chienne, c'est Nietzsche. Donc, mais d'autres chiennes peuvent avoir un cycle de 6 mois, donc 2 cycles par an. D'autres vont déborder un peu au-delà de 6 mois, c'est 7 mois, 8 mois, donc elles auront un cycle et demi par an. Il y a d'autres chiennes qui n'auront qu'un cycle par an. Et il y a le chien qu'on appelle le Basenji, l'Australien, ou le dingo africain,
c'est les chiens qu'on a utilisés, bien sûr, comme chiens d'expérience pour expérimenter le retour à la vie sauvage des chiens. On les a lâchés dans la nature et on a continué à les suivre. Et on a vu qu'en revenant à leur vie pseudo-sauvage, ces chiens ont retrouvé ce schéma de un cycle par an. Donc, un seul cycle par an. Et quand une chienne fait un cycle par an, c'est pas pathologique, ça reste toujours physiologique. Donc, l'anestrus physiologique peut aller jusqu'à un an, un peu plus, et on ne parlera d'anestrus pathologique qu'après, bien sûr, que cet anestrus ait dépassé 12 à 14 mois. Ça, c'est un point important à connaître. Alors, Heidi, deuxième point, elle vous dit qu'elle est unique parce qu'elle a ce phénomène de production de progestérone avant l'ovulation, c'est la luteinisation préovulatoire du follicule cavitaire. C'est quoi la conséquence de cette particularité? C'est que, retenez bien, c'est que la progestérone n'est pas un marqueur de la gestation, c'est plutôt un marqueur de l'ovulation. Vous allez voir comment on va l'utiliser. Et troisième particularité, il n'y a pas de facteur lutéolytique en absence de fécondation. Donc, la courbe de progestérone ne va pas être cassée par un facteur lutéolytique qui est la PGE-alpha, par exemple, mais ça va continuer pendant toute la période lutéale qui est de même longueur que la période de gestation. Donc, oubliez la progestérone comme marqueur de gestation. Quatrième et dernier point, c'est que les ovocytes pondus ou ovulés ne sont pas matures, sont immatures. Il leur faudra minimum 48 heures pour une complète maturation. Et ici, si vous voulez, bien sûr inséminer ou faire un protocole d'insémination ou de saillie, retenez toujours que le moment de fécondabilité optimale ne commence pas le jour de l'ovulation, comme le cas de toutes les femelles domestiques que vous connaissez, mais il commence minimum 2 jours après. Donc, ne tablez pas sur le jour de l'ovulation comme début de la fécondabilité, mais plutôt 2 jours après l'ovulation. Car si vous avez des spermatozoïdes qui ne vivront qu'une journée, que 12 à 24 mois, comme les spermatozoïdes congelés, décongelés par exemple, si vous les inséminez le jour de l'ovulation, ils ne verront jamais le jour, ils ne verront jamais les ovocytes parce qu'ils seront déjà morts avant maturation des ovocytes. Faire très attention à cette particularité. Merci Heidi pour ces précisions. Et là, on rentre dans le vif du sujet, c'est les techniques de suivi. Quelles sont ces techniques de suivi? Alors Heidi revient pour nous faire bien sûr une petite précision. Ça veut dire, do you know why I want you to screen my cycle? Est-ce que vous savez pourquoi je voudrais que vous suiviez mon cycle? Votre mission, c'est de planifier bien sûr, appointment between lovers, planifier des rendez-vous entre les lovers. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Planifier. Ah, OK. Donc, elle veut dire planifier des rendez-vous entre les gamètes mâles et femelles. Ça, c'est votre mission vue de la part de Heidi. Donc, comment dire ça scientifiquement à ma façon? Donc, encore Heidi qui prend la parole et qui intervient sans demander la permission. Donc, hi vets, you should get rid of some stereotypes and unreliable criteria in your screening. It's time for quiz. Donc, Heidi veut vous faire un petit quiz avant de commencer à parler des techniques de suivi de l'œstrus. OK, donc je vous avais prévenu qu'il fallait la supporter jusqu'à la fin. Donc, elle veut vous poser quelques questions. Première question, l'ovulation survient entre le JX et JY à compter du début des chaleurs. C'est-à-dire que l'ovulation survient généralement ou arrive généralement entre le J, par exemple, 9 ou le J10 et le J12, ou entre le J12 et le J14, ou entre le J11 et le J16. Chacun, bien sûr, a son postulat. Est-ce que cela est vrai? C'est totalement faux. Il n'y a pas une localisation fixe de l'ovulation dans le cycle. L'ovulation peut survenir 3 jours après le début des chaleurs, et elle peut bien sûr
s'attarder jusqu'au 20e, voire même 27e jour de chaleur. Donc, on ne peut pas se baser sur ce critère. Deuxième point que vous pose Heidi, si la femelle accepte l'accouplement par le mâle, c'est qu'elle est prête. Est-ce que l'acceptation du mâle par la femelle est une preuve de sa fécondabilité? C'est ce que les éleveurs et la plupart des vétérinaires continuent à croire, et c'est totalement faux. C'est totalement faux. On ne peut pas se baser sur ce critère dans le suivi. Il y a des éleveurs et surtout propriétaires d'étalons, ce qu'on appelle les étalonniers, qui viendront vous dire « Mon étalon, il est souffleur, il renifle les chaleurs. » Et s'il monte une chienne, c'est qu'elle est prête. Si elle n'est pas prête, il ne va même pas la toucher. C'est totalement faux. C'est totalement faux. On connaît beaucoup d'étalons de qualité qui vont se gourer sur une chienne, bien sûr, qui a une vaginite, ou une chienne, bien sûr, qui sécrète des phéromones, alors qu'elle n'est pas prête, elle n'est pas fécondable. Et le contraire est vrai, aussi, la femelle peut accepter l'accouplement en dehors de sa période de fécondabilité. Quatrième point, l'aspect des écoulements renseigne de façon fiable sur la période de fécondabilité. Est-ce que l'aspect des écoulements, ça veut dire est-ce que c'est foncé, est-ce que c'est clair? La quantité, abondant, peu abondant, tari, l'aspect aussi, la quantité, la résistivité, est-ce que ce sont des critères fiables? Eh bien, non, c'est pas fiable. Rien de tout ça n'est fiable. Merci Heidi pour ces précisions. Et moi, je confirme à ma façon, scientifiquement, si on voit cette étude qui a été faite par les chercheurs du CERCA, le Centre d'études et de recherche en reproduction canine à l'École nationale vétérinaire d'Alfort, c'est notre ami professeur Alain Cambon, spécialiste en repro canine. Il a fait une étude sur un nombre important de chiennes, de 747 chiennes suivies au CERCA dans une certaine période de l'année, bien sûr plusieurs années. Et là, il a vu que 40% des chiennes étaient fécondables entre le 10e et le 13e jour. Et que le 10% était, c'est pas 0, 10% étaient fécondables avant ce créneau de 10 à 13. Désolé, ce 0, c'est 10, c'est pas 0. 10% avant et 50% bien après ce créneau de 10 à 13 que vous voyez ici. Donc, cette histoire de pouvoir dire que, bien sûr, les ovulations surviennent, bien sûr, toujours dans un créneau serré entre deux dates, ça va toujours nous mener à l'échec si on va se baser sur ce critère très subjectif. Allez, donc, on va résumer tous ces critères subjectifs qui sont le nombre de jours de chaleur qu'on va compter, ou l'acceptation du mâle par la chienne, ou l'acceptation de la chienne par le mâle, ou même l'aspect des écoulements, s'avèrent être des méthodes subjectives, très douteuses et très imparfaites, qui n'offrent aucune fiabilité et qui vont nous conduire souvent à des échecs aléatoires et décevants dans le suivi des chaleurs. Alors, l'objectif de notre suivi, c'est de déterminer la période de fécondabilité optimale. Et le critère physiologique le plus fiable serait l'ovulation, qui est le critère temporel pour la période de fécondabilité. Alors, on va essayer d'évaluer ces critères objectifs, ces méthodes médicales, pour voir si elles seraient fiables comme critères par rapport à notre objectif qui est l'identification du moment de l'ovulation. Donc, ces méthodes médicales, on va parler dorénavant pas d'un suivi de chaleur, on va parler d'un suivi médicalisé de chaleur, car on va utiliser des techniques médicales dans le suivi de l'œstrus chez la chienne. Et ça, c'est la différence par rapport aux autres femelles. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Chez la chienne, chaque chienne est un cas et on va diagnostiquer son ovulation en utilisant la combinaison au moins de 2 techniques médicales qu'on va voir dans le détail. Donc, c'est le frottis vaginal,
Le dosage de la progestérone, généralement, c'est avec ces deux qu'on combine. Et il y a d'autres méthodes alternatives pour chacune des deux. L'endoscopie, qui se présente comme alternative pour le frottis vaginal, et l'échographie ovarienne, qui est aussi une très bonne alternative pour le dosage de la progestérone. Alors là, maintenant, on va parler du frottis vaginal. Alors, le frottis vaginal, c'est quoi? C'est une technique de prélèvement des cellules de l'épithélium vaginal en se servant d'un écouvillon qui sera introduit en prenant bien sûr toutes les précautions qu'on a citées dans l'introduction, en parlant d'anatomie. Donc, on va l'orienter verticalement de cette manière pour éviter sur le plancher du, bien sûr, vagin qu'il aille dans le méa urinaire ou qu'il aille avant dans la fosse clitoridienne. Et quand on va dépasser le cingulum, c'est-à-dire qu'on va dépasser ce tiers postérieur, on va le redresser un peu et le pousser à fond dans le vagin, faire quelques rotations à gauche et à droite, puis le retirer. Quand on va le retirer, on va faire quoi? On va faire un étalement de cette manière, c'est professeur Hales. Donc, un étalement en faisant très attention à ne pas écraser, ne pas trop serrer, ne pas rouler très fort. Donc, faire très attention. C'est le petit paquet de cellules qu'on a prélevé en faisant les rotations à l'intérieur. On va faire le contraire maintenant, on va le ramener, on va constituer 2 à 3 couches superficielles de cellules sur la lame porte-objet en verre. Après, on ira bien sûr la fixer et la colorer. La fixer et la colorer, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la mettre dans une solution de fixation, un cytofixateur, ça dépendra des techniques de coloration, et qui va essayer bien sûr de fixer les cellules, de les gélifier sur la lame porte-objet en verre pour que pendant leur passage dans les bains de coloration ne vont pas couler, les cellules ne vont pas couler, elles seront bien adhérées, bien fixées à la lame. Après, on va colorer. Alors, en colorant, il y a plusieurs techniques de coloration. Il y a des colorations très rapides qui vont vous prendre uniquement 15 secondes. C'est le Diffquick, qui est un MGG rapide et commercialisé. Et vous avez aussi la technique de référence qui est un trichrome d'Harris Shore. Ce sont les deux messieurs qui ont, bien sûr, dans le début des années 50, mis au point cette coloration Harris et Shore. C'est une coloration de 14 bains de coloration successive et qui a plusieurs degrés d'alcool et avec, bien sûr, 2 colorants. Et c'est une coloration qui vous prendra pratiquement de 15 à 20 minutes pour la réaliser. Donc, ici, vous avez des lames, des micro-photographies de lames colorées avec le Diffquick. Vous allez voir une seule couleur. C'est une coloration monochromatique, donc elle colore le cytoplasme de la même façon, qu'il y ait kératinisation ou pas. Par exemple, ici, c'est les parabasales qu'on va voir pendant la l'œstrus. Ici, c'est les intermédiaires qui commencent à se kératiniser un peu, mais on ne voit pas cette kératine nettement. Ici, on la voit par rapport à ce cytoplasme bleu. Ce cytoplasme, il est kératinisé. Donc, la kératinisation avec ce type de colorant, vous devez l'identifier par reconnaissance de la morphologie cellulaire. Et là, vous avez bien sûr les cellules complètement kératinisées, superficielles, anucléées, qui vont se regrouper en paquets et qui vont constituer la couche, bien sûr, des cellules kératinisées qui va se desquamer au contact de notre épithélium. Et quand on passe au métastrus, il y aura bien sûr réapparition des parabasales et surtout des leucocytes que vous voyez ici. Ici, on peut voir même quelques bactéries et un spermatozoïde. Si on fait le frottis vaginal au moins 6 heures après un accouplement, on a de fortes chances de trouver des spermatozoïdes. Pourquoi c'est important? On peut avoir besoin de confirmer une mésalliance, c'est-à-dire un accouplement accidentel, une chaîne de valeurs, une chaîne de valeurs d'une certaine race qui est tenue chez un éleveur et qui est en chaleur en période optimale de fécondabilité. Elle s'est lâchée et elle a rencontré accidentellement le chien du voisin qui est d'une autre race ou qui est moche ou qui n'est pas issu de bonne famille pour elle. Mais
la physiologie ne connaît pas ces différences, donc il y a eu l'accouplement. Et il y a eu un écho, comme quoi la chienne du monsieur X, on l'a vu coller avec le chien bâtard de monsieur Y, et monsieur X va emmener sa chienne chez le vétérinaire, lui dire, est-ce que vous pouvez me confirmer? Oui, si l'incident, la mésalliance est survenu avant 6 heures, on peut trouver quelques spermatozoïdes et surtout décapités dans le frottis. Donc, c'est un intérêt du frottis, de plus pour le frottis vaginal. Alors là, vous avez d'autres microphotographies, mais différentes. Alors, sachez que ici, c'est une autre coloration. Vous voyez, ici, vous avez le prostrus, vous avez l'œstrus, vous avez le métostrus et l'anestrus. Vous voyez que l'œstrus, déjà, on peut le séparer par un aspect, une affinité tinctoriale, c'est-à-dire affinité pour une couleur rouge, un rouge orangé. Donc, ce rouge orangé, c'est la particularité du colorant Harris Shore. Cette coloration Harris Shore, elle est pentachromatique, elle a 3 couleurs. Une couleur pourpre pour le noyau et 2 couleurs pour le cytoplasme. Bleu s'il n'est pas kératinisé. S'il est kératinisé, c'est-à-dire la substance qui est la kératine se forme dans le cytoplasme à commencer par le noyau jusqu'à gagner la totalité de la cellule. Cette kératine, sous l'effet, rappelez-vous, de l'imprégnation œstrogénique, elle est colorée dans la coloration Harris Shore différemment du cytoplasme non kératinisé qui est bleu. Ici, c'est rouge orangé. Donc, l'identification des cellules kératinisées devient un jeu d'enfant, devient tout simplement un jeu de coloriage. Vous allez voir si la lame est beaucoup plus rouge que bleue, ou si elle est complètement rouge, ou si elle est complètement bleue. C'est comme ça que vous allez faire votre identification. Mais pour cela, il faut payer très cher parce que la coloration est beaucoup plus chère. Et il faut être patient parce que ça vous prendra quand même 15 à 20 minutes pour réaliser la coloration. Bon. Parlons de la coloration. Je crois que le débat qu'on doit faire ensemble, c'est quelle coloration choisir. Donc, savoir que la coloration que tout le monde utilise, même moi, dans mon service, c'est la coloration de 15 secondes. Dans le méthanol, vous n'êtes pas censé savoir ce que c'est. Moi, je vous donne ça parce que ce sont les secrets de la recherche. C'est une composition dont, sur la notice, vous allez trouver que c'est le colorant 1, la solution 1 pour cytofixation, solution 2 pour coloration, bien sûr, du noyau, et vous avez coloration 3, bleu, pour coloration du cytoplasme. En réalité, sachez-le, ça peut être utile pour vous, c'est tout simplement du méthanol pour la première solution. C'est la solution éosine Y pour la deuxième solution, c'est pour colorer bien sûr le noyau en violet, et la solution colorant de thiazine qui va colorer le cytoplasme, mais cette fois-ci, il va le colorer en bleu, clair ou foncé, mais c'est toujours un bleu, qu'il y ait kératinisation ou pas. Donc, vous allez devoir faire un peu plus d'efforts pour différencier les cellules kératinisées des cellules non kératinisées. Vous devez avoir un peu plus de connaissance de la morphologie des cellules, comment elles se présentent, plutôt que de leur couleur. Donc, si vous voulez être fainéant et vous fiez à la couleur pour faire du coloriage, vous allez devoir acheter les 2 colorants Harris Shore, et vous allez aussi devoir acheter de l'alcool, de l'éthanol, l'alcool éthylique, de l'eau distillée pour faire différentes, bien sûr, dilutions de l'alcool, acheter un peu d'ammoniac pour le mélanger avec de l'alcool 70 et faire l'éclaircissant, le décolorant, en passant d'une première coloration de 6 bains à une deuxième coloration de 6 bains. Ici, ça c'est pour colorer le noyau. Vous avez le bain numéro 5, 1, 2, 3, 4, 5, c'est la RIS. Et vous avez ici l'avant-dernier bain, c'est la coloration, bien sûr, Shore, qui va colorer le cytoplasme en 2 couleurs différentes. Si le cytoplasme n'est pas kératinisé, il apparaîtra bleu. S'il est kératinisé sous l'effet des œstrogènes, il apparaîtra rouge. S'il est en train de se kératiniser, ce cytoplasme, il apparaîtra polychromatophile, un peu rouge, regardez, et le reste bleu. Et ça va évoluer. Donc, soit basophile, bleu, soit acidophile ou éosinophile, rouge, soit polychromatophile, ça veut dire les deux. C'est un état de transition. Après, on reviendra en arrière sur le...
Il y a quelqu'un qui est en train de s'amuser, c'est bien. Donc, voilà. Si vous me posez la question que choisir, moi, je ne pourrais pas choisir à votre place, c'est à vous de voir. Hein. Donc, mais quand même, si je pourrais vous donner un conseil, ça serait bien de commencer quelquefois pour apprendre, bien sûr, par le Harry-Shore. Et après, moi, je choisirai le Diffreak car le Diffreak est un colorant très rapide et qui ne servira pas uniquement aux frottis vaginaux, comme le Harry-Shore, il est cher et vous n'allez l'utiliser que pour les frottis. Le Diffreak, vous allez l'utiliser pour votre frottis vaginal, vous allez l'utiliser pour votre spermogramme, vous allez l'utiliser pour votre frottis sanguin, pour vos frottis parasitaires, pour beaucoup d'autres, bien sûr, examens cytologiques que vous aurez à faire dans votre petit laboratoire de cabinet ou clinique. Hein. Par contre, le Harry-Shore est une coloration trichromatique, c'est le trichrome d'Harry-Shore. Vous n'allez l'utiliser uniquement pour le frottis vaginal. Donc, ça va être coûteux et ça va vous prendre du temps. Et croyez-moi, quand vous aurez la pression de la clientèle, passez 15 à 20 minutes avec cette coloration, même si vous allez bien sûr la faire par un de vos assistants, ça va être quand même contraignant dans le temps. Moi, je préfère de loin le Diffreak à partir du moment que je fais la différence entre la kératinisation et la non-kératinisation, pas forcément en basant sur l'affinité tinctoriale. Alors, dernier mot, sachez que pour différencier le prostrus, oestrus, métaoestrus, aneostrus, il suffit de calculer le nombre de cellules kératinisées sur la totalité des cellules comptées. Si vous avez 30% des cellules que vous observez kératinisées, vous êtes au début du prostrus précoce. Si vous avez 50% de cellules kératinisées, vous êtes à la mi-prostrus. Si vous avez 70% de cellules kératinisées, vous êtes à la fin prostrus. Si vous avez 80 à 100% de cellules kératinisées, vous êtes pendant l'œstrus. Et après, vous allez descendre à 50%. C'est la transition œstrus-métaoestrus, 50% bien sûr, mais ici, la différence entre ces 50 et ce 50, c'est que ici, avec les cellules kératinisées, vous aurez des hématies, l'écoulement sanguinolent, qui sera tari pendant le métaoestrus. Donc ici, vous aurez des cellules kératinisées à 50%, mais qui ne sont pas associées avec des hématies, mais plutôt avec des leucocytes. Pendant l'anoestrus, vous allez descendre en dessous de 10% de cellules kératinisées ou pratiquement pas. Donc, voilà comment on fait un diagnostic, bien sûr, d'œstrus et pas d'ovulation par le frottis vaginal. Alors, Heidi qui revient, il nous dit « What do you think about the vaginal story ?» Ici, c'est le frottis vaginal et ce n'est pas l'endoscopie. C'est une erreur de ma part. Donc, elle voulait dire qu'est-ce qu'on pense actuellement de cette technique de suivi? Est-ce qu'elle est fiable dans le suivi d'œstrus? C'est un examen de choix qui est simple, qui n'est pas du tout cher, qui est accessible à vous en clinique et le résultat est immédiat. C'est un moyen fiable pour définir quoi? Pour définir la phase du cycle. Il différencie très bien entre le début, la moitié et la fin pro-oestrus. Il localise l'œstrus. Il marque la transition entre l'œstrus et le métaoestrus. Seulement, ses points faibles, ses limites, c'est qu'il ne donne aucune précision pour le moment de l'ovulation. C'est-à-dire qu'il nous donne une idée, parce que c'est le reflet de l'imprégnation œstrogénique, il nous donne une idée sur la courbe des œstrogènes et pas la progestérone. Donc, il nous renseigne sur la phase œstrogénique, sur la première phase du cycle, et non la deuxième phase qui nous intéresse aussi. Donc, comment l'utiliser? Il peut être associé à un autre marqueur objectif tel que le dosage de la progestérone pour un suivi convenable. Vous allez comprendre que l'intérêt du frottis vaginal dans votre suivi, ce n'est pas de diagnostiquer l'ovulation, mais c'est de vous montrer quand est-ce qu'il faut commencer à doser la progestérone. Parce que si vous commencez à doser la progestérone très tôt, avec un taux basal qui va continuer dans le temps, vous risquez de faire payer à votre client beaucoup d'argent de façon inutile et répéter plusieurs fois le dosage avant qu'il y ait vraiment d'événements endocrinologiques importants. Mais si vous commencez à faire
des frottis vaginaux, quand vous allez arriver au maximum de kératinisation, là, vous êtes certain que vous êtes arrivé à des événements importants tels que le pic de LH et qui sera suivi à 48 heures après par l'ovulation. Donc, quand vous allez commencer à doser après le frottis, vous allez avoir un maximum de chances de trouver des valeurs significatives et de ne pas répéter fréquemment le dosage parce que ça, vous allez passer pour quelqu'un de rigolo et surtout pour quelqu'un qui n'est pas du tout professionnel. Donc, deuxième technique, on passe à l'endoscopie et là, on va faire ça rapidement pour gagner du temps. Donc, l'endoscopie, au fait, voilà, c'est des instruments. Ces instruments qu'on va envoyer, bien sûr, dans le vagin pour le visionner sur un écran et voir l'aspect des plis vaginaux. Parce que les plis vaginaux vont s'intensifier sous l'effet, bien sûr, des oestrogènes, comme l'épithélium, et ça peut représenter un moyen de diagnostiquer la phase du cycle. Ici, c'est mon équipe. On était en train de faire un examen vaginal, une vaginoscopie, avec, bien sûr, un appareil mobile. C'est le télépack VET de dernière génération. Et ici, avec notre chienne, on est en train d'examiner les aspects. C'est les images de mon ami Xavier Lévy du CREX, Toulouse. Donc ici, c'est l'aspect du prostrus avec, bien sûr, cet aspect œdémacié des plis du vagin. Ici, les plis vont rester seulement, c'est l'état d'œdème qui va disparaître et qui va, bien sûr, des sécrétions qui vont se tarir. Et pendant le métostrus, bien sûr, l'aspect diffère, la coloration, l'aspect et même les plis cutanés vont s'affaisser un peu. Donc, ce sont des images qui peuvent constituer des clés de diagnose auxquelles on se réfère pour, bien sûr, faire une identification des phases de cycle sur la base de l'endoscopie. Alors, qu'est-ce qu'on pense de l'endoscopie? Oui, c'est un examen de surface de la muqueuse qui est quand même fiable pour définir lui aussi la phase du cycle, mais jamais le pic de LH ou l'ovulation. Donc, c'est un moyen qui peut remplacer le frottis vaginal et qui reste aussi incomplet car il faut le compléter par une technique plus fiable qui est le dosage de la progestérone. Donc, le frottis vaginal est plus simple, mais si vous avez un endoscope et vous voulez faire de l'endoscopie, vous pouvez utiliser de l'endoscopie avec le dosage de la progestérone indifféremment. Donc, le dosage de la progestérone, la troisième technique, où dois-je doser la progestérone? Comment interpréter le résultat? J'ai un problème, les valeurs usuelles. Ce que j'ai eu à constater, c'est que beaucoup de vétérinaires et d'étudiants qui sont partis se documenter, bien sûr, dans la littérature, ils ont trouvé une variabilité importante de ces valeurs usuelles ou valeurs de référence qui correspondent à l'intervalle au phénomène de l'ovulation. On va essayer de régler ce problème. Alors, les techniques, il en existe beaucoup. Généralement, c'est des techniques quantitatives, des techniques semi-quantitatives ou tests colorimétriques qu'on va interpréter visuellement. C'est des petits tests ELISA avec interprétation visuelle, virage coloré, donc semi-quantitatif. Donc, je vous déconseille dans un suivi de stress rigoureux de vous fier à ça, sauf si, par exemple, il n'y a pas beaucoup de pression dans le cas, ça veut dire que c'est une chienne avec le mâle qui est présent dans l'élevage et une chienne que vous connaissez parfaitement avec un cycle régulier. Donc, c'est des petites trousses, bien sûr, manuelles qui peuvent être très, très utiles. Elles ne vous donnent pas des valeurs de progestérone, elles vous donnent des intervalles entre 1 et 2, entre 2 et 4 et entre 4 et 10. Donc, entre 4 et 10, c'est l'intervalle d'ovulation. Donc, ça peut être utile, mais si vous devez inséminer une chienne pour la première fois, si c'est une chienne qui a un problème de cycle, si c'est une insémination avec semences réfrigérées ou congelées, évitez, ça reste très imprécis et qui ne concorde pas avec les valeurs données par un laboratoire de dosage quantitatif. Alors, les techniques d'analyse quantitative, c'est la technique la plus lourde, c'est la radio-immunoassay qui est chaude et qui est radioactive. Ça demande une centrale, bien sûr, nucléaire et tout. C'est la gold standard, la technique de référence, mais qui n'est pas disponible. Elle est laissée pour, bien sûr, la recherche. Et vous avez l'ELISA
Enzyme Linked Immunosorbent Assay quantitatif. Plusieurs techniques d'ELISA existent dans le terrain, mais les techniques les plus fréquentes actuellement sont basées sur le principe de la chimie-luminescence. C'est Chemiluminescence Assays, et je vous ai donné deux exemples. D'abord, l'Elexis progestérone 2 de Roche, c'est allemand, car c'est la technique, c'est l'appareil utilisé par notre ami Alain Fambonne au CERCA, au Centre d'études et de recherche de reproduction canine. Donc, il a été étalonné, il est utilisé bien sûr dans ce centre de reproduction en France. C'est une technique de chimiluminescence. Deuxième technique qui pour nous est plus importante et plus fréquemment utilisée, c'est la minividas. Et la minividas est un appareil de biomérieux. Ici, c'est le nôtre, avec bien sûr les barrettes qu'on va utiliser. Il vous dose. Bien sûr, ici, il peut faire 12 tests à la fois et il vous donne les résultats dans 42 à 43 minutes, le résultat très précis du dosage de la progestérone à partir d'un sang sur tube hépariné, et vous allez centrifuger, prendre 200 microlitres, les mettre bien sûr dans une cupule de cette barrette, la mettre ici, faire marcher la machine, et vous aurez vos résultats. Donc, pourquoi la minividas? Pourquoi cette technique de chimie-luminescence? Parce que c'est utilisé par le CREX de Toulouse, notre ami Xavier, par le SIAC de Nantes, notre ami Djemil Ben Sharif et professeur teinturier, et aussi par, pardon, là c'est pas Alfort, c'est une erreur qui a glissé, et par notre centre de reproduction ici en Algérie, et l'unique bien sûr en Europe, au Maghreb ou en Afrique, et qui est Canin Reproductive Biotechnologies Platform of University of Blida. C'est la plateforme biotechnologique en reproduction des carnivores de l'Université de Blida. On s'est attelé, bien sûr, on s'est allié à nos amis au CREX et au SIAC pour travailler avec la même courbe d'étalonnage pour la chienne pour suivi de cycle en utilisant la minividas. Voilà. Donc, tous les autres laboratoires humains que vous allez trouver dans votre voisinage disposent d'un analyseur d'hormones de reproduction en minividas. Donc, vous allez pouvoir trouver ça un peu partout. Une étude qui a été faite pour comparer plusieurs techniques, et cette étude a confirmé encore une fois que la minividas, cet analyseur de biomérieux, était très adapté, bien sûr, au suivi de la gestation et détermination du part, et bien sûr au suivi de l'ovulation, avec bien sûr une courbe d'étalonnage qui est différente des autres. Remarquez ici cette variabilité avec les différentes techniques pour l'intervalle d'ovulation et aussi pour les 24 heures qui suivent l'ovulation, qui correspondent au minimum de fécondation, plutôt de maturation ovocytaire. Donc, cette variabilité, elle est inévitable. Si vous allez utiliser une technique de dosage, gardez bien votre technique, ne changez jamais la technique de dosage. Si vous utilisez un analyseur, et je vous conseille vivement d'utiliser la minividas, car vous allez la trouver dans pratiquement tous les laboratoires d'analyse, absolument tous les laboratoires d'analyse ont la minividas. Et quand vous allez travailler à partir de votre cabinet avec un laboratoire, essayez de prendre le temps et d'aller discuter comme un professionnel avec le médecin biologiste qui est le patron, et je dis bien le médecin, pas le biologiste, parce que parfois on ne se comprend pas bien entre médecin et biologiste, on n'a pas la même, bien sûr, conception des choses, mais le médecin biologiste qui gère le labo, il pourra être très serviable et vous faciliter les tâches en comprenant ce que vous avez comme besoin. Donc, vous avez besoin d'avoir les résultats immédiatement pour prendre une décision quant à l'insémination, quant à la saillie. Donc, ils pourront vous envoyer des résultats par mail, par fax assez rapidement, et vous pouvez aussi trouver beaucoup d'arrangements avec ce biologiste, avec ce médecin biologiste, à partir du moment où vous allez vous présenter comme un professionnel dans votre cabinet, dans votre clinique, et vous pouvez même lui envoyer pas le sang entier, vous allez séparer à votre niveau et envoyer uniquement le sang séparé, prêt pour analyse. Donc, vous pouvez trouver pas mal d'arrangements. Alors, sachez que chaque appareil, pour qu'il soit
utilisé dans le suivi de l'ovulation, il faut qu'il soit étalonné pour la chienne. Étalonné, ça veut dire c'est un étalonnage pas interne, c'est un étalonnage externe, ça veut dire qu'on a pris bien sûr cet appareil et qu'on l'a utilisé sur le sang de la chienne et qu'on a pris d'autres techniques de référence telles que le dosage de la LH, l'échographie ovarienne comme technique de référence pour contrôler la précision et l'exactitude de cet appareil dans le suivi de l'ovulation. Donc, l'appareil qui a été étalonné parfaitement à cet usage, c'est l'analyseur Minividas de Biomérieux. Je vous le conseille vivement. Donc, les valeurs usuelles ou les valeurs de référence qui correspondent à l'intervalle d'ovulation diffèrent d'une technique à une autre. Alors, cet intervalle classique qui a été donné par nos aînés, par les grands monsieur qui ont fondé le bagage théorique de la reproduction canine, tel que le professeur Gary England d'Angleterre, que le professeur John Verstegen de Belgique et des USA, le professeur défunt William Patrick Concannon, c'est un grand maître, et professeur Prelot, Rosenberg, Fornel, qui ont fait des exploits en endocrinologie de reproduction chez les carnivores. Ils nous ont parlé en se basant sur des techniques d'ELISA quantitatives d'un intervalle de 4 à 10, mais ça ne peut être utile que dans le cas où on a utilisé le même système, le même appareillage, la même technique d'analyse. Si vous allez utiliser, par exemple, l'appareil de notre ami Alain Fambonne au CERCA et appliquer ce référentiel, vous allez vous gourer, vous allez passer à côté. Pour cette technique de chimiluminescence, progestérone 2 de Roche, vous allez utiliser l'intervalle de 5 à 8 nanogrammes par ml comme intervalle d'ovulation. Si vous allez, bien sûr, utiliser notre appareil qui est l'analyseur Minividas de Biomérieux, vous aurez le 7 à 10 avant, et quand on a fait des études réajustées après, on a revu à la hausse, bien sûr, cet intervalle qui est devenu de 9 à 14 nanogrammes par ml. Autre chose, les unités de mesure sont deux, soit en nanogrammes par millilitre, et si on vous donne en nanomol par litre, sachez que l'équation de conversion, c'est 1 nanogramme égale 2,8 nanomol par litre, à peu près arrondi à 3. Donc, le 1 nanogramme égale pratiquement à 2,8, donc pratiquement 3, 2, 6, 3, 9, ainsi de suite, 4, 12. Donc, vous allez voir que les chiffres en nanogrammes seront multipliés pratiquement par 3. Bon, qu'est-ce qu'on pense avant ça? Donc, c'est Heidi qui voudrait nous dire une chose, cette variabilité entre les techniques et la variabilité des valeurs usuelles de la progestérone. Est-ce un problème de physiologie qui concerne Heidi ou est-ce qu'un problème de technologie? Donc, Heidi voudrait nous dire we are not responsible for your troubles with progesterone values, variability in interpretation. This is related to your technologies. We all ovulate close to the same amount of progesterone, we just don't ovulate at the same moment of the cycle. Donc, elle vous dit qu'en réalité, ce sont vos problèmes, ces techniques et ces valeurs usuelles, ça ne regarde pas la chienne. Pour la chienne, le seul problème qu'elle a, c'est qu'elle n'ovule pas au même moment. Elle n'ovule pas au même moment dans le cycle. Donc, il y a beaucoup de chiennes qui ovulent très, très tôt, d'autres qui ovulent à la moitié et aussi pas mal de chiennes qui n'ovulent pas avant la fin du cycle. Alors, est-ce que ça a un impact sur le protocole de suivi ou bien que si? Donc ici, je peux vous dire que, bonne nouvelle, c'est que des études comme des méta-analyses très récentes ont confirmé qu'une étude sur 1420 cycles œstrales, avec 4213 dosages répartis sur 84 races, ont montré que les valeurs de progestérone qui correspondent à l'ovulation sont très stables. Ils ne sont pas du tout variables, donc c'est fiable. Et l'intervalle qui correspond à cette technique-là, soyez très sensible à cette histoire d'intervalle associé à une technique. Ne jamais comparer l'incomparable, le voici. Mais attention, l'ovulation,
même dans cet intervalle peut survenir soit au début, soit à la moitié, soit à la fin des chaleurs. Et ceci va définir 3 profils de courbes, 3 ovulations précoces, habituelles ou tardives. L'habituelle, vous allez voir qu'on passe de 5 à 10 nanogrammes en 2 jours, puis de 10 à 50 en 4 jours. Ça, c'est l'habituel. Si l'ovulation est précoce, si elle survient trop tôt, on va passer en moins de 3 à 4 jours de 5 à 50 carrément. Donc, attention, vous allez vous bourrer. Mais ça va toujours se faire dans cet intervalle. Seulement, c'est trop serré. Ici, c'est allongé dans le temps. Donc, on passe de 5 à 10 en plus d'une semaine. Vous allez rester 10 jours à faire et refaire vos dosages de progestérone en ayant des valeurs qui ne dépassent pas, bien sûr, la valeur que vous voulez. Donc, c'est un modèle d'ovulation tardive, mais l'ovulation surviendra toujours dans l'intervalle physiologique. Donc, on y reviendra dans la gestion des pièges. Alors, quel est l'intérêt de la progestérone? L'intérêt de la progestérone, c'est un moyen très précis qui peut évaluer cette fois-ci, pas uniquement le stress, qui peut évaluer le pic de LH et l'ovulation. Comment l'utiliser? Comme il est coûteux, on risque aussi de faire payer à l'éleveur beaucoup et propriétaire beaucoup d'argent. On doit l'utiliser conjointement avec une autre technique qui, par exemple, le frottis vaginal, pour essayer de limiter la fréquence de dosage en faisant le frottis pour nous montrer quand est-ce qu'il faut commencer à doser de façon utile. Bon, voilà. Donc, l'échographie, ça, c'est notre ami Alain Fambonne qui est en train d'échographier une chienne. Et là, c'est Jamil Ben Sharif à Nantes qui lui prend une position inversée. Voilà pourquoi sur ces images, vous allez trouver quelques rapports d'organes inversés qui peuvent vous causer, bien sûr, des problèmes de confusion. Ça, c'est un peu les ovaires retirés lors d'une chirurgie à Alfort et qui sont échographiés de cette manière par Alain Fambonne. Et juste après collapse, après ovulation, regardez l'image, comment elle change complètement. Donc ici, je vous montre qu'avant ovulation, on peut voir ce paquet de follicules adjancés de cette manière sur l'ovaire. Et après l'ovulation, on a cette image avec éventuellement persistance de quelques follicules remplis qui ne se collapsent pas. Et pendant l'ovulation, on peut voir ces images. Donc assez rapidement. Pendant l'ovulation, c'est un flou, disparition. Parfois, dans la moitié des cas, il n'y a pas un flou total, il y a une persistance d'une petite quantité de liquide, des aspects anécogènes au niveau de l'ovaire. Et on a aussi un peu de liquide à l'extérieur, bien sûr, entre l'ovaire et sa poche. C'est aussi un signe, dans 40% des cas, qui signifie qu'il y a eu, bien sûr, une ovulation. Donc ici, c'est notre Jamil aussi en train de faire des mesures. Vous voyez, il est sur 5 pratiquement millimètres. Ça va dépendre, ce 5, qu'est-ce qu'il représente pour cette femelle? Est-ce que c'est le maximum de sa taille ovocitaire ou est-ce qu'il faudra attendre? Donc, ici, on peut l'utiliser comme un moyen précis pour évaluer la date d'ovulation et qui peut améliorer de 10% la précision par rapport au dosage de la progestérone. C'est aussi très intéressant pour la recherche. Comment l'utiliser? On peut l'utiliser à la place, cette fois-ci, du dosage de la progestérone, comme on peut l'utiliser de façon complémentaire pour avoir plus de précision. Confirmer une ovulation, surtout quand il s'agit d'insémination avec semences congelées. Seulement, ça demande une performance des appareils importante, une technicité qui est requise et la contrainte du temps, c'est qu'on doit examiner au moins une fois par jour, au moins, voire même 2 fois par jour. Et si vous faites venir un propriétaire ou un éleveur 1 à 2 fois par jour pour les examens échographiques, ça reste quand même en clientèle une technique qui n'est pas du tout pratique. Voilà, donc on a fini avec les techniques. Qu'est-ce qu'on retient? Pour le suivi chez la chienne, on va combiner 2 techniques. On va combiner le frottis vaginal avec la progestérone. Le frottis vaginal qui va nous donner un aspect sur la phase œstrogénique et qui pour nous déterminer le moment idéal pour commencer à doser la progestérone.
Et le dosage de la progestérone, lui, moyen précis, qui va nous déterminer l'ovulation. Et quand on a l'ovulation, on commence à dater et arrêter notre protocole d'insémination. Alors, comment faire concrètement cette démarche de suivi en combinant ces deux techniques? Là, c'est le dernier point, c'est la démarche de suivi. Tout ce qu'on a vu avant, c'était pour vous préparer à finalement faire votre démarche et arrêter votre protocole dans un cas concret. Donc, comment faire ma démarche de suivi? Je diagnostique d'abord le strus par le frottis vaginal en fonction du taux de kératinilisation. Là, vous savez que 30% de kératinisation, vous êtes au début du prostrus, 50 à la moitié, 70 du déjà vu, à 80, 100%, c'est le strus. Là, je commence le dosage de la progestérone. Après, je vise l'ovulation en fonction, bien sûr, de mes chiffres de référence et qui sont reliés à une technique utilisée et qui est étalonnée pour un suivi de cycle chez la chienne. Hein. Maintenant, vous êtes au courant de tous ces détails. Alors, les valeurs usuelles que me donne l'unividase, par exemple, sont là. Je vois que l'ovulation survient dans l'intervalle de 9 à 14 nanogrammes par ml. Là, je vais dater l'ovulation. Et si j'ai la date de l'ovulation, je peux commencer à tracer mon axe d'insémination. Alors, le protocole, commencer le frottis 3-4 jours après le début des écoulements, des chaleurs, répéter le frottis à intervalle de 2 jours jusqu'à arriver à 80% de kératinisation, bien sûr 30, 50, 70. Quand on est à 80% de kératinisation, là, on va commencer le dosage. On dose et on répète le dosage avec des petits intervalles de 1 à 2 jours, selon les valeurs, bien sûr, hein, jusqu'à arriver à la valeur comprise dans l'intervalle d'ovulation, en fonction de votre technique. Moi, je parle de la technique utilisée dans mon service, qui est l'analyseur mini-vidase. Donc, si par exemple, la première valeur était inférieure à 3 nanogrammes, je vais répéter dans 3 jours, parce que je suis loin. Si la valeur est entre 3 et 5, là, je suis dans le pic de LH. Je vais répéter 2 jours après, parce que je sais que 48 heures après le pic de LH, c'est l'ovulation. Si j'ai une valeur entre 5 et 8, là, je vais serrer mon intervalle. Je vais refaire une analyse le lendemain. Et quand j'ai une valeur comprise, quel que soit le point où elle est, si elle est comprise entre 9 et 14, je vais dire que je suis dans le jour de l'ovulation. Et là, je vais prendre un calendrier et je date que le jour d'aujourd'hui, c'est le J0 pour moi, c'est le jour de l'ovulation et je vais passer au protocole de Sailly. Alors, c'est quoi le protocole de Sailly? Avant ça, attention au piège. Attention au piège. Le débat, c'est quoi? C'est que attention aux ovulations précoces et tardives. Surtout si vous intervenez, bien sûr, sur une chaîne pour la première fois. Vous ne connaissez pas la chaîne et son propriétaire ne la connaît pas aussi. Ou alors que vous êtes sur une chaîne qui a des problèmes d'échec à la saillie. Elle a été saillie plusieurs fois avant, elle n'a jamais tenu et tout. Là, vous allez serrer les intervalles du dosage parce que si vous tombez sur un cycle précoce, par exemple, là, vous avez une valeur de 2 à 3. 2 à 3. Vous allez dire selon le protocole initial, je vais répéter dans 1 à 2 jours. Comme ici, par exemple, inférieur à 3, je vais donner 3 jours. D'accord. Vous dites au monsieur, pas revenez monsieur dans 3 jours ou 4 jours. Si c'est le week-end, il va vous dire, je peux laisser ça pour le début. Il n'y a pas de souci, 4 jours. 4 jours, vous êtes passé de votre valeur à 50 nanogrammes. 50 nanogrammes, bye bye, l'ovulation. Bye bye, la fécondabilité, c'est fini. Vous avez raté un cycle parce que ça a été précoce. Dans ce cas, c'est un piège. Faites très attention. Serrez l'intervalle de dosage quand vous ne connaissez pas la chaîne. Et méfiez-vous des profils cytologiques qui vous paraissent inchangés. Vous faites et vous refaites le frottis, il ne bouge pas. Là, n'attendez pas les 80%. Peut-être que le frottis vous induit en erreur. Donc, passez quand même au dosage de la progestérone quand vous voyez que le frottis vaginal ne fonctionne pas très bien, car finalement, le dosage, c'est le plus important et le plus fiable. Et quand il y a une contradiction entre les données de la cytologie et les données du dosage, c'est le dosage de la progestérone qui prime dans tous les cas. Alors, maintenant, on veut passer de ce protocole de suivi qui nous a permis d'arrêter la date de l'ovulation à un protocole de saillie. On veut travailler, on veut bosser. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire vis-à-vis de cette chaîne, vis-à-vis de ce propriétaire? Il faut savoir, pour passer
du protocole de suivi, qui est la date d'ovulation, au protocole de saillie, quelques valeurs physiologiques, c'est que l'ovulation survient toujours 48 heures, avec bien sûr un écart, 48 heures après le pic de LH, et que après l'ovulation, les ovocytes vont avoir besoin de 48 heures de temps pour se maturer, pour devenir fécondables, et que leur durée de vie après maturation ne va pas dépasser les 3 jours. Parfois, dans des cas extrêmes et extrêmement rares, ça peut aller jusqu'à 5 jours, hein. Mais généralement, on table sur 2 jours. Pour ne pas avoir de surprise, ça peut être 3 jours, 2 à 3 jours de vie après 2 jours de maturation. Donc, la durée de vie des spermatozoïdes, c'est important de savoir qu'en frais, ils peuvent aller jusqu'à 5 jours dans le tractus génital. Mais moi, dans ma pratique et dans mes cours, dans ma façon d'apprendre à mes étudiants, à mes collègues, je leur dis toujours il faut se baser sur les 48 heures pour ne pas avoir d'erreur, parce que avec la qualité des spermes que j'ai eu à examiner chez les chiens ici en Algérie, laisse à désirer avec la mauvaise alimentation, les mauvaises conditions d'élevage et tout et tout. Donc, ne comptez pas trop sur ces spermatozoïdes de vos étalons. Essayez de mettre tout en pis. Basez-vous sur 48 heures de durée de vie dans le tractus génital quand il est frais. S'il est réfrigéré, ça va descendre à 24 heures. Vous allez le réfrigérer à 4 degrés, vous le gardez quelques jours et vous le sortez pour le réanimer. Et si vous le congelez, le décongelez, partez sur 12 heures, voire même 24 heures de durée de vie. Si vous avez la possibilité d'examiner avant d'inséminer, vous aurez une idée sur la qualité. Mais si vous n'avez pas cette possibilité, essayez de vous atteler à ces référentiels. Donc, ici, si on applique ces normes physiologiques là, et on va passer de notre date d'ovulation à un schéma suivant qui est l'axe d'insémination. C'est votre protocole d'insémination. Donc, vous mettez l'ovulation ici. Seulement ici, vous allez mettre le J0 ici. Moi, j'ai mis le J0 à l'ovulation. 2 jours après l'ovulation, c'est la maturation ovocitaire. Voilà. Et la maturation ovocitaire, ça va se faire pendant ces 2 jours. Et à partir de là, les ovocytes deviennent fécondables pendant 3 jours. Après, ils vont mourir par atrésie ovocitaire avec, bien sûr, fermeture du col. Donc, la dégénérescence des ovocytes, fermeture du col, donc plus intérêt à inséminer. Donc, vous avez finalement 2 à 3 jours de fécondabilité pour un cycle de 6 mois, voire même 12 mois. Vous voyez, on peut avoir l'impression que c'est un cycle qui ne pose pas de problème. En réalité,